Bonjour, merci beaucoup David pour ce partage. D'ailleurs, j'en profite pour ceux et celles qui le souhaitent. Nous avons la traduction simultanée. Donc, vous pouvez voir dans le bas de votre écran une pastille qui a le mot FR ou bien le mot ES. Donc, si vous mettez votre curseur sur le FR, va vous donner accès à l'intervention en français. Si vous êtes sur ES Spanish, donc vous allez entendre la traduction en espagnol. Si vous êtes sur la pastille originale audio, je crois que vous entendez dans les deux langues. Si vous avez des problèmes techniques, moi, je vous invite à écrire dans le chat, puis les gens pourront essayer là, d'y répondre à ce moment-là. Bon, merci beaucoup tout le monde. Maintenant, je passerai la parole à Djibril pour que tu puisses nous expliquer au Sénégal un peu comment ça se passe sur ces enjeux-là de peuple autochtone. Djibril, à toi la parole. Merci beaucoup Geneviève. Bon, je m'appelle Djibril Nia, de JV Sénégal. Et je pense qu'au Sénégal, donc nous reconnaissons que le Sénégal est habité par des Sénégalais et que les ressources naturelles du Sénégal appartiennent aux Sénégalais et que le peuple sénégalais a toujours résidé au Sénégal et que ça fait des décennies que ce peuple-là habite le Sénégal. De reconnaissance-là. Oui. Merci beaucoup, Djibril, pour cet apport, puis merci, et à David aussi, qui nous permet de voir les perspectives un peu différentes entre nos différents lieux où on est en ce moment, où on vit. Vos contributions sont importantes et très appréciées. Donc, j'en profite maintenant pour vous souhaiter officiellement la bienvenue au panel Biodiversité et climat, bilan et perspectives des COP. L'objectif de ce panel-là, c'est d'explorer là, le rôle des COP. Là, on parle quand les COP au pluriel, là, le Conference of Parties. Il va y avoir Elissa qui va nous en parler un peu mieux tout à l'heure. Mais donc, les différentes COP, la COP climat, la COP désertification, la COP biodiversité. Puis, c'est quoi ces rôles-là dans l'action pour la biodiversité et le climat? Ce panel se situe dans l'intervention du SUCO qui sur l'axe de résilience au changement climatique. Mais SUCO, c'est une organisation de coopération internationale québécois qui existe depuis plus de 60 ans. On travaille dans 11 pays, incluant le Canada, dont 5 en Afrique et 5 dans les Amériques et les Caraïbes. SUCO s'intéresse à différents thèmes, dont la résilience au changement climatique. Pour nous, la résilience au changement climatique est la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société exposée au changement climatique d'y résister, de les absorber, de s'adapter à leurs effets et de s'en relever rapidement et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant les structures et fonctions essentielles de cet écosystème. Le niveau de résilience va varier d'une communauté à l'autre. Par contre, les populations rurales, en particulier les femmes, sont considérablement vulnérables aux impacts des changements climatiques. Ainsi, depuis des années, SUCO travaille à augmenter la résilience des femmes et des populations rurales aux impacts des changements climatiques en mettant de l'avant des solutions concrètes et innovantes, inspirées par les populations locales et qui visent la protection de l'environnement dans un objectif de régénération des écosystèmes. SUCO ne fait pas ça seul, on le fait avec nos partenaires. Puis là, ici, maintenant, on a la chance d'avoir deux de nos partenaires, que je vais présenter plus en détail, mais aussi en lien avec des alliés comme l'ACOSI, qu'on va présenter aussi là, plus en détail. Donc, le thème de ce panel aujourd'hui, c'est vraiment les thèmes de la justice écologique, la biodiversité, de l'influence des femmes et des jeunes et des peuples autochtones dans les prises de décision au sein des COP. On a la chance d'avoir quatre panélistes assez extraordinaires et complémentaires avec nous. Je vais vous les présenter là plus en détail tout à l'heure dès maintenant, mais je voulais aussi vous dire qu'on souhaite faire ce panel un panel le plus interactif possible. Donc, le déroulé de la rencontre, on va avoir trois parties qui vont permettre là, aux différents panélistes de s'exprimer. La première partie qui va nous parler du fonctionnement des COP, partage d'expérience. Une deuxième partie, comment éviter les silos, avoir un impact réel et maintenir un engagement climat entre les différentes COP. Puis une troisième partie qui va nous amener vers les perspectives pour la COP 30, là, qui est le thème de notre panel.
Enfin, on va avoir les questions du public. Par contre, je vais vous dire que vous pouvez tout au long du panel écrire vos questions et on a quelqu'un que vous ne voyez pas mais qui est en appui avec nous, qui est Clémentine Chevalier, qui va prendre les questions, puis à la fin, on pourra y répondre au moment là, de la période de questions. Mais aussi, si vous avez la chance, le bonheur de pouvoir rester avec nous jusqu'à la toute fin, vous pourrez aussi là, prendre la parole pour poser vos questions directement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Mais, en plus, au début de chaque section, on va lancer une question qui va être posée pour tout ce que je vais lire, auquel vous pourrez répondre, puis qui va nous permettre de bien lancer les différentes parties du panel. Donc, voilà. Avant tout, je voulais vous présenter nos panélistes. On a la chance d'avoir avec nous Elissa Hidar, qui a été la participante à la COP 16 sur la biodiversité avec l'organisation québécoise Logique. Elle y participait là, à titre de représentante de la jeunesse québécoise. Mais Elissa est aussi chargée de projet programmation nationale chez SUCO, où elle coordonne la mise en œuvre de projets visant à mobiliser le public québécois et canadien autour des enjeux de justice climatique et d'éducation à la citoyenneté mondiale. Elisa est la cofondatrice de la toute naissante branche du Réseau québécois de la jeunesse pour la biodiversité. Elle a participé à la COP 16 avec le soutien de Logique, comme je vous disais, et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Bonjour Elisa. Bonjour. Euh, Avec Elisa, on aura aussi le plaisir d'accueillir David Paredes, qui est le coordinateur général de la REDSAG, participant également à la COP 16 et qui travaille avec les peuples autochtones en Mésoamérique. David est travailleur social de profession, un grand défenseur des droits de l'homme et de l'environnement. Il est, comme je le disais, actuellement coordinateur du Réseau national pour la défense de la souveraineté alimentaire au Guatemala. C'est un gardien aussi des semences autochtones, précisément de la semence de Ishim Oulou. Je vais laisser quand même David mieux le prononcer que moi tout à l'heure. C'est un adepte de la communication alternative et de l'analyse politique à partir de la cosmovision des peuples de la Mésoamérique. Bonjour David. Hola, buenos días, saludos desde Chimuleu. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Djibril Niang, que vous avez aussi entendu tout à l'heure, qui est le directeur exécutif de JVE Sénégal. Il est également fondateur de Green Labs et cofondateur du réseau Green Team Sénégal. Il est diplômé en énergie renouvelable et il représente la société civile climatique sénégalaise à l'échelle internationale. Djibril est lauréat de prestigieux prix tels que les Green Awards en 2021 et en 2023 et les Young African Leaders Awards en 2020. Il est spécialiste en entrepreneuriat vert et en mobilisation sociale. C'est aussi un observateur au Climate Investment Fund pour 2021-2025 et il coordonne plusieurs programmes dans la sous-région ouest africaine. Bonjour Djibril, bienvenue. Bonjour Geneviève, merci à tout le monde. Bonjour aux panélistes et bon panel à tout le monde. Et- Merci Djibril. Djibril est avec nous depuis Riyad où il participe à la COP 16 sur la désertification. Enfin, le dernier, mais non le moindre, Denis Côté, qui est analyste des politiques à l'Association canadienne, québécoise, pardon, des organisations de coopération internationale depuis 2015. Denis produit des analyses et participe à divers réseaux sur différents thèmes comme la coopération internationale, la lutte au changement climatique, les droits des femmes et l'égalité de genre et la reddition de comptes des entreprises. Il a participé à 5 COP climat, incluant celle de Bakou en novembre dernier, et il a souvent accompagné des délégations jeunesse, pardon, dans le cadre de ces conférences. Denis est aussi chargé de cours au certificat de coopération internationale de l'Université de Montréal. Bonjour Denis, bienvenue. Bonjour Geneviève, bonjour tout le monde. Donc, maintenant qu'on a présenté nos super panélistes, on est prêt à se lancer pour la première partie du panel, qui est le fonctionnement des COP et le partage d'expériences. Mais comme je vous disais, avant de se lancer dans cette première partie, on aimerait poser une question au public. Donc, moi, je peux la lire, mais je crois que cette question va s'afficher. Oui. Pensez-vous que la société civile est de plus en plus entendue dans les COP?
pouvez répondre oui, grâce à leur mobilisation accrue. Ou bien vous pouvez dire non, les gouvernements dominent toujours les COP. Et vous avez aussi l'option de choisir cela dépend des COP. On vous donne quelques temps pour répondre à cette question et par la suite, on va regarder les réponses. Est-ce qu'on voit les réponses arriver? Moi, je les vois, je pense que parce que je suis co-hôte. Mais pour le moment, on a une majorité de réponses pour ça dépend des COP. Et ensuite, oui, grâce à leur mobilisation accrue. Donc, chers panélistes, retenez la participation. Est-ce que la participation de la société civile est plus entendue? La plus grande majorité, c'est ça dépend des COP. Ou bien oui, grâce à leur mobilisation. Merci, Elisa. Afin de nous mettre en contexte, puis lancer vraiment on voit là, les réponses ici. 44% des gens disent ça dépend des COP, puis quand même 34% disent oui, ça dépend. Mobilisation accrue. C'est quand même intéressant de savoir que les gens sont quand même plus, j'oserais dire, optimistes ou envers notre capacité de mobilisation. Je trouve ça intéressant. Pour bien commencer la première partie, je pensais on va laisser la parole à Elissa qui va nous expliquer un peu les mises en contexte entre les différentes COP, comme on vous disait tout à l'heure, puis comment ça se structure. Quelles sont, Elissa, là, les conventions internationales qui régissent les COP et leur fonctionnement? À toi la parole. Merci Geneviève. Bonjour à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Les COP, c'est un de mes sujets de conversation préférés et comme disait Geneviève, j'ai eu la chance d'y aller en Colombie à la COP 16 sur la biodiversité en fin octobre, début novembre. Donc les COP, c'est les conférences des parties. On les connaît le plus souvent sous le nom de COP. C'est des rencontres internationales pour relever des défis environnementaux mondiaux. On sait que tout le monde est touché par les changements climatiques. Et comment est-ce qu'elle fonctionne? Je vais vous faire un tout petit tour d'horizon. En fait, tout commence au sommet de la Terre à Rio en 1992. Je pense juste à l'interprétation. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Ok, donc tout commence en 1992 au sommet de la Terre à Rio. Le monde entier se rassemble et on signe trois grandes conventions internationales. La première, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle rentre en vigueur 2 années plus tard, en 1994, et l'objectif, c'est de réduire les émissions de GES en se rassemblant chaque année. Donc, c'est une COP qui a lieu chaque année pour faire le point et conclure des accords. Parmi les accords phares qui ont été conclus et qu'on peut souligner, il y a le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Je vais vous faire un tout petit... ça va être plein de tout petits points parce que tout est important, mais l'accord de Paris qui a été signé en 2015 pour la COP 21, il est révolutionnaire, si je peux dire, à plusieurs titres, parce que c'est le premier qui fixe un objectif ambitieux pero que tiene un objetivo de réduire le ambicioso réchauffement climatique en para 2030, limitar mais c'est aussi beaucoup de los choses. efectos del Un des points qui est calentamiento souligné, global. c'est que pour soutenir les pays en développement, il a engagé les nations développées à mobiliser 100 milliards de dollars par an en financement Se climatique. logró Donc ça, c'est movilizar vraiment 5 génial. millones de dólares L'année para dernière, c'était la COP hacer 29. frente al... Cette année, c'était la COP 29 en Azerbaïdjan. On va reparler de tout ça un peu plus tard. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces objectifs de financement climatique sont toujours là. On essaie toujours de les mettre en application d'élever ces montants-là parce qu'ils sont très importants. Ensuite, pour revenir au sommet de la Terre à Rio, il y avait donc trois documents qui ont été signés. Le deuxième, c'est la Convention cadre des Nations Unies. En fait, c'est la Convention, pardon, sur la diversité biologique. Et cette convention, c'est celle qui a mené euh, à la mise en place de la COP biodiversité qui se tient tous les 2 ans. Celle-ci, c'est celle qu'on a reçue à Montréal il y a 2 ans, en 2022, et qui a abouti à la signature des accords Kunming-Montréal. Et c'est ces accords de Kunming-Montréal qu'on met en œuvre, qu'on a essayé de mettre en œuvre à la COP 16 pour la biodiversité à Cali, en Colombie, cette année. Euh, donc, c'est une feuille de route mondiale, rien que ça, pour préserver notre richesse naturelle. Et parmi les avancées majeures, il y a l'objectif 30 par 30 pour protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030, la restauration de 30% des écosystèmes dégradés et encore une fois un engagement financier ambitieux, mobiliser au moins 200 milliards de dollars par an pour la biodiversité.
C'est un accord il y a une étape très très importante de cet accord-là, c'est reconnaître le droit des peuples autochtones et leur rôle essentiel dans la conservation. C'est une très grande avancée. Euh, et cette année à Cali, il y a eu plusieurs avancées concrètes aussi qui sont ressorties. On a établi un programme de travail avec les populations autochtones justement, avec la mise en place d'un organe permanent pour garantir que leur voix soit entendue dans les négociations internationales. Et on a aussi créé le Fonds de Cali. C'est un mécanisme pour que les entreprises puissent partager les bénéfices issus des ressources génétiques pour que ça contribue au financement de la protection de la biodiversité. C'est les points positifs, mais tout n'a pas été parfait, vous le savez. Il y a des désaccords qui persistent encore et toujours sur le financement global. Et la dernière séance qui était à ce sujet-là, le vendredi après-midi, le dernier vendredi de la COP, a duré jusqu'à 4 heures du matin le samedi matin et la conclusion n'a pas été concluante, si je puis dire, parce que le quorum n'était plus atteint. Donc les délégués ont dû rentrer chez eux et c'est sur ça que ça s'est arrêté. Donc, on va avoir un genre de continuation de ces négociations-là en Rome en février. Donc, c'est à suivre. Ensuite, je reviens à mon sommet de Rio. Le troisième, c'est la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le dernier est vraiment non le moindre, même si on n'en entend pas beaucoup parler. C'est la COP 16 aussi, qui a lieu cette année à Riyad, en Arabie Saoudite, où Djibril est en ce moment. C'est une conférence cruciale. Évidemment, la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, ça affecte déjà 40% des terres fertiles et ça touche plus d'un milliard de personnes. Euh, la mise en œuvre d'un plan pour améliorer la qualité des ressources terrestres est absolument essentiel et l'objectif cette fois-ci, c'est d'adopter ce plan d'action pour intégrer les questions dans la gestion des terres et pour y répondre. Si j'ai encore une minute, oui, ok, tout petit peu, le fonctionnement des COP, l'objectif, c'est que les pays se rassemblent et on s'assure de la mise en œuvre de ces accords-là, on prend des décisions pour améliorer l'efficacité et on se fixe des objectifs à chaque année ou tous les 2 ans. Les COP rassemblent aussi des scientifiques, des organisations internationales, la société civile et les représentantes du secteur privé. Et je voudrais juste aussi souligner l'interconnexion de ces enjeux-là, pardon. La lutte contre la déforestation, c'est un exemple, et je prends lui parce que c'est celui dont on entend le moins parler, mais elle réduit les émissions de gaz à effet de serre, elle préserve les écosystèmes et elle lutte contre les changements climatiques. Donc tout est vraiment lié entre eux, même si on divise ça en 3 COP et en plusieurs rencontres séparées. Et c'est ça toute la force et la difficulté des COP. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisa. Ça fait un excellent tour. Puis, effectivement, ta conclusion, je pense, 3 COP séparés, biodiversité, climat, désertification, mais ça a un lien entre eux. Puis, toutes ces COP-là, en fait, offrent différentes façons de se mobiliser puis de prendre part à ces questions-là. Donc, je pense que ça met bien la table pour Denis. Denis, peux-tu nous partager là, le rôle puis l'expérience de la COSI dans les différentes COP, justement, climat puis la mobilisation qui a eu lieu, puis comment vous vous êtes présenté à ces COP-là, peut-être. Puis s'il y avait des ponts qui se faisaient entre la COP biodiversité puis la COP désertification. Oui, merci. Ben, d'abord, peut-être juste expliquer que dans le fond, la COSI, pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, c'est une association qui regroupe environ 75 organismes de coopération internationale qui sont basés. Ces organismes-là sont basés au Québec, mais ils travaillent un peu partout là, dans une centaine de pays à travers le monde. Et donc, la COSI s'intéresse donc depuis plusieurs années aux questions de la lutte qui touchent la lutte au changement climatique. Donc, on avait participé à la fameuse COP de 2015 à Paris. Mais c'est après ça que l'engagement de la COSI s'est vraiment renforcé là, sur cette question-là. Et donc, depuis la COP 24, on a participé à toutes les COP. Donc, on fait 6 COP climat et 2 COP biodiversité. Donc nous, et on est maintenant, en fait, depuis quelques années, on est aussi accrédité, là, donc on est reconnu par la Convention cadre des Nations Unies comme acteur là, dans les COP, donc on a nos propres accréditations aussi pour y participer. Puis nous, on y va, on participe aux COP vraiment dans une perspective de justice
climatique, donc évidemment venant d'un pays du Nord, faisant partie, le Canada, notamment des 10 pays qui ont le plus contribué à la crise climatique. On a des responsabilités particulières au Canada d'agir et donc en réduisant ici évidemment nos gaz à effet de serre, mais aussi en finançant dans le fond la lutte pour atténuer les changements climatiques ailleurs, mais pour s'y adapter aussi et pour financer donc les pertes et dommages. Donc, c'est-à-dire quand on arrive à des situations dans certains pays où on peut plus, c'est juste plus possible de s'adapter. Donc, il faut compenser ou payer pour des choses qui sont perdues. Donc, la COSI, nous, ce qu'on fait dans les COP, d'abord, on essaie de faire du plaidoyer. C'est un peu notre mission principale. On essaie d'amplifier le plus possible la voix des communautés, des groupes qu'on entend souvent pas assez et qui sont les plus affectés. Et donc, pour nous, notamment, c'est les communautés des pays des Sud. Alors, on travaille, on a des partenaires, donc des réseaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine, des groupes autochtones avec lesquels on travaille là, avant les COP pour voir un peu avec eux quelles sont leurs priorités, leurs revendications à la COP. Et nous, ce qu'on essaie, c'est on organise ça dans un document de plaidoyer. Donc, on en fait un pour chaque COP, là, ça depuis 3 4 ans environ. Et donc, nous, on utilise ça donc auprès de nos propres décideurs. Donc, on essaie de porter donc la voix des gens qui sont les plus affectés par la crise euh, auprès de nos décideurs au Québec, au Canada, pour les encourager, les inciter à prendre des actions. On va aussi, puis on fait ça, donc le plaidoyer, on le mène notamment en rencontrant des décideurs là-bas. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est plus facile de rencontrer nos décideurs à la COP qu'au Canada et au Québec. Bien souvent, on rencontre assez facilement des parlementaires, des fonctionnaires, des ministres sur le site là-bas. C'est plus difficile des fois d'avoir des rencontres avec eux ici. On organise aussi des événements. Donc, la COSI organise une activité à chaque année au pavillon du Canada, donc justement où on fait venir nos partenaires donc des 3 continents, donc d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, pour qu'eux puissent eux-mêmes porter leurs revendications et priorités dans ces espaces-là. Et donc, c'est ça. On fait aussi un travail un peu de sensibilisation. Donc, on essaie de porter, on a quand même un grand privilège de participer à ces COP-là. Et donc, on essaie de faire connaître aux gens ici un peu ce qui s'y passe. Fait que, par exemple, cette année, moi, j'ai fait une dizaine d'entrevues avec des membres de la COSI qui étaient là-bas, puis aussi des partenaires, justement, de IBON International, la Tindad, TACJA et autres, pour, en une minute ou deux, qu'ils puissent au moins raconter pourquoi ils sont là-bas, quelles sont leurs priorités, qu'est-ce qu'ils essaient de faire dans les COP. Donc, il y a une partie éducation, sensibilisation. On essaie aussi beaucoup de favoriser, dans le fond, l'engagement de la jeunesse. Donc, cette année, on l'a pas fait, mais habituellement, on accompagne des délégations jeunesse. Donc, des jeunes, donc en 18 et 35 ans, habituellement 4 ou 5, des militantes et militants pour le climat, qui vont pouvoir participer dans les COP, porter justement, leur revendication, donc la voix de la jeunesse dans ces espaces-là. Les jeunes sont souvent pas assez entendus, comme les communautés des pays du Sud, comme les femmes aussi, par ailleurs. Comme Geneviève mentionnait tout à l'heure, les femmes font partie des groupes qui sont les plus vulnérabilisés là, à cause des changements climatiques. Et donc, leur voix n'est pas assez entendue dans ces espaces-là. Et donc, la COSI fait partie de ce qu'on appelle des circonscriptions. Donc, la société civile dans les COP est organisée en grands réseaux qui nous permettent de nous rassembler ensemble, mais aussi d'avoir une voix dans certains espaces de négociation, des plénières. Donc, la COSI tout seul pourrait pas prendre la parole, par exemple, dans une plénière, dans une COP. Par contre, la circonscription femmes et genre, dont nous on fait partie, a parfois des espaces où elle peut s'exprimer. Donc, on travaille en différents groupes comme ça. Donc, la COSI travaille. C'est la première fois cette année qu'on est impliqué plus activement dans cette circonscription-là. Et on travaille aussi avec les groupes environnementaux, donc ce qu'on appelle les ENGO dans le langage, donc Environmental NGOs. On est regroupé au Canada. Puis je vais finir avec un peu le rôle de la société civile canadienne. Mais donc, on est regroupé, dans le fond, comme groupe de la société civile canadienne par le réseau Action Climat Canada qui fait beaucoup de travail en amont
des COP, donc en préparation, euh, pour nous rassembler. Et à chaque jour, on se rencontre chaque matin à la COP. On a des rencontres donc avec le reste des représentants de la société civile canadienne. Puis les objectifs, c'est vraiment d'un peu de partager de l'information, des mises à jour sur ce qui se passe sur les différentes tables de négociation. Les groupes ont des accès à certains des négociateurs. Donc, on fait un travail de partage entre nous pour savoir ben, est-ce que le Canada joue un rôle positif ou négatif sur tel ou tel enjeu et comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, nous, pour essayer d'influencer leur position quand on se rend compte qu'ils ne jouent pas un rôle constructif. Donc, il y a beaucoup d'actions ¿Cómo aussi qui podemos sont hacer mises si en Canadá, por place ejemplo, là-bas. Donc, tiene pour un faire rôle que no influencer les es tan comités, positivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer quand para c'est hacer permis, il y a frente? des marches, il y a des actions, protestations, si vous voulez, dans certains endroits de la COP là, qui doivent être encadrés, mais ça se fait aussi. Donc c'est un peu ça le travail de la société civile, c'est d'essayer Merci. de mettre de la pression sur les dirigeants, les décideurs. Merci beaucoup, Denis. Puis il semble que c'est un succès parce que les gens pensent que grâce, quand même, dans nos participants, grâce à la mobilisation accrue, on peut faire des changements. Merci, Denis. Tu as aussi mentionné dans ton intervention l'importance d'avoir, entre autres, bon, les femmes et les jeunes aussi, les femmes. Mais maintenant, j'aimerais passer la parole à David qui va nous parler de l'inclusion des espaces autochtones et comment ces derniers là, sont pris en considération là, dans les revendications gouvernementales. Quelle a été votre mobilisation, par exemple, pour la COP16, puis quel est l'espace là, que vous voyez pour les peuples autochtones? À vous la parole, David. Claro, muchas gracias de Merci nuevo. beaucoup Saludos encore. a todas y a todos. Nosotros somos parte de una red On est parti d'un de réseau organizaciones d'organisations que estamos en todo Guatemala, más de 60 au organizaciones que Guatemala. On est plus de nos 60 dedicamos precisamente al organisations. cuidado de On la prend soin biodiversidad, de la incluyendo el tema de las diversité, semillas nativas. Y en esta COP16 incluant tuvimos les la semences oportunidad también natives. de participar en la zona verde, On a eu l'opportunité de participer eh, dans la zone verte. perdón, en la zona verde con un panel precisamente hablando On a eu un panel dans la de zone cómo verte los pueblos en hein, Mesoamérica et on a parlé de comment les resguardan peuples la mésoaméricains biodiversidad y acá protègent la biodiversité partíamos de ese reconocimiento et del qu'on rol de los devrait pueblos reconnaître vraiment indígenas les y rôles des peuples des hacíamos Premières mención Nations. que prácticamente los pueblos indígenas Les son peuples la autochtones custodia sont de más del vraiment les 80% de la gardiens des biodiversidad en 80% de el la planeta biodiversité dans la y poseen planète. también los conocimientos Et ils ont aussi une ancestrales que son connaissance, un esenciales savoir-faire para la ancestral protección y essentiel pour la restauración de protection, los restauration ecosistemas. des A pesar écosystèmes. de este rol central, estos conocimientos suelen ser ignorados, Plusieurs marginados en la fois, toma leur de connaissance, decisiones leur savoir-faire gubernamentales est o en los pas procesos pris en internacionales. considération quand il s'agit de Realmente, prise de décision muchas gouvernementale. veces Plusieurs son fois, como puestos de un lado, digamos, y ils sont en el caso de relégués. nosotros, en la experiencia L'expérience que tuvimos, qu'on pudimos a ver eue, que on hay a vu algunos vraiment espacios que se generan. qu'il y a certains Sin espaces embargo, hace qui falta commencent à apparaître, algún mais tipo de cependant, diálogo il significativo, manque un digamos, peu acá d'un en el dialogue tema significatif de la consulta y el par consentimiento rapport à la previo, libre e informado consultation, que debe euh, existir desde los gobiernos hacia los pueblos en el tema del marco del respeto les del dialogues cumplimiento entre del les convenio gouvernements et les peuples. 169 de la OIT, En parlant que es un de la derecho que Convention tienen los pueblos a 169 de tener un interés l'OIT, c'est un droit simbólico qui ont les peuples, y no mais es respetada, digamos, la propia plusieurs fois, forma les peuples ne sont pas respectés de consulta dans o la prise de consentimiento décision. Il que n'y a pas puedan une dar los pueblos. consultation. Generalmente se imponen estos procesos y esto Plusieurs fois, les afecta muchas procès veces la libre s'imposent determinación, et les la peuples autonomía que puedan ont pas tener une los autonomie, pueblos para la ne prennent defensa pas de une la décision pour la biodiversidad. défense de A leur menudo se biodiversité. enfrentan decisiones impuestas que priorizan Souvent, intereses il y a económicos y beaucoup extractivos, des sobre intérêts todo économiques et para activistes. el bienestar, digamos, de grandes empresas multinacionales y que no muchas veces responden L'ingérence al des cuidado entreprises de los multinationales pueblos, que qui ne tiennent pas en como considération les decía, soins des somos peuples. quienes estamos en los territorios, son quienes Ces peuples convivimos. habitent dans ces Hay territoires una depuis relación longtemps. más elevada, digamos, incluso el uso de los términos. Los Une pueblos ya no relation usamos la palabra decir plus recursos élevée. naturales, por ejemplo, consideramos Les la peuples palabra recursos autochtones algo
meramente considère pas material, digamos, la nature comme des apegado más ressources en los bienes naturelles, non? naturales On para los pense pas en termes pueblos matérialistes. indígenas. Toda la biodiversidad La tiene vida biodiversité propia, tiene a sus un propios vie derechos. propre, a Nosotros ses propres droits. platicamos con los lagos, platicamos con los Nous, on ríos, parle las avec les lacs, on montañas, parle avec les con los montagnes, bosques, avec esa les relación forêts. que hay con la La vida relation qui es existe la que avec la nos vie, lleva a hacer esa c'est ça qui defensa, nous esa amène à faire comprensión une bien, digamos, défense de de la toda nature, este entramado de la naturaleza, la porque compréhension vivimos de en toutes los ces pueblos, relations no avec la nos nature, sentimos como el centro, digamos, sino como parte est complementaria différent de à une toda vision esta anthropocentrique. realidad que Nos vivimos. réalités est Entonces, vraiment el modelo que muchas veces se essentielle. pretende es el extractivo Cependant, le y en modèle esta línea se extractiviste van violando los derechos de continue, los pueblos, la puis est en ignoran. violation des droits des peuples Como mencionaba, autochtones. la consulta o el consentimiento previo, libre e Il n'y a pas informado, se imponen procedimientos un dentro de los dialogue gobiernos vraiment. que no Les respetan gouvernements, las propias plusieurs decisiones de fois, los respectent pueblos, pas les y ahí se décisions va des dando peuples paso a que haya un abuso autochtones. y hoy estemos viviendo On eh, subit souvent esta crisis ambiental une crise que nos ambientale enfrentamos. qui nous affecte. La inclusión de representantes indígenas en todas las etapas debe ser Le fait d'inclure des vital, représentants ¿verdad? Debe ser autochtones fundamental en la euh, formulación, en la dans tous implementación, ces en el desarrollo de processus devrait políticas. être Eso es essentiel, esencial. vital. No solo decir que es como superficial, digamos, Ça ne sino al devrait pas contrario, être debe ser juste esencial. Y quelque las chose de políticas públicas superficiel, en este sentido deben mais basarse en ça devrait estos être vraiment principios plus de réel, plus respeto, de complementariedad y en que voie deben integrar politique. la cosmovisión de los pueblos. On devrait intégrer aussi la Desafortunadamente vision no des sucede peuples porque, autochtones, como digo, se mais ça impone n'arrive pas souvent en parce este qu'il y a une caso imposition, esta visión del une sistema vision que únicamente es material, ¿verdad? Que únicamente se matérialiste, busca extractiviste, beneficios económicos qui cherche y ahí se des va bénéfices afectando una vida. économiques. Digamos, Et notre vie est aquí affectée. hay Mm. lugares sagrados donde se Il y a convive beaucoup de con la places sacrées naturaleza, ici se où piden consejos, on incluso habite avec en la espacios nature, sagrados on demande même des acude conseils à la para nature. On a des escuchar espaces el sacrés consejo de la naturaleza. Los pour pueblos tenemos esa écouter capacidad les de conseils de la diálogo nature. porque On parle convivimos avec les con ella montagnes, avec diariamente y nos les vamos fleuves, avec la nature. desarrollando en eso, pero sentimos que en la Mais COP on sent muchas que dans veces les esto COP, queda como plusieurs marginado, fois, ça que s'est esto marginalisé. no Mm. encuentra C'est como debe pas ser pris en y de ahí que considération. haya un poco C'est de savoir-faire conflicto. Hay ancestral. algunos espacios, como comento, pero Il y a quelques espaces, siguen oui, siendo mínimos, ¿verdad? mais c'est Y toujours aquí lo que se propone pues es la minimal. creación de Mm. mecanismos permanentes de diálogo entre On pueblos devrait créer indígenas y plutôt des gobiernos, mécanismes de que dialogue se avec les garantice peuples una autochtones, participación efectiva ga- de los pueblos, garantir la que se impulsen participation reformas des legales, por peuples ejemplo, que originaires, reconozcan a los pueblos faire indígenas la como actores promotion d'une principales en la réforme defensa légale de la et les reconnaître biodiversidad, porque comme así es, ¿verdad? acteurs Y también importants que los de la gobiernos biodiversité. Et puedan les promover gouvernements programas que fortalezcan las capacidades devraient de los pueblos promouvoir indígenas des para programmes participar en espacios pour internacionales fomenter y en ça, ese justement. sentido poder facilitar Merci la beaucoup. participación. Mm. Eso. Gracias, David. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Je crois que votre intervention est très claire. Puis effectivement, la cosmovision, je pense, c'est un bel exemple aussi de comment tout intégrer, mais aussi l'importance d'avoir des mécanismes qui nous permettent de prendre réellement la parole des peuples autochtones au sein des décisions. Je pense que c'est essentiel là, dans les prochaines COP. Mais pas uniquement dans les COP, là, mais certainement au sein des COP. Maintenant, on aimerait laisser la parole à Djibril, qui va nous partager aussi là, son expérience là, de mobilisation sociale, un peu, puis dans les différentes COP, puis la participation des communautés locales, puis comment l'expérience de JVE et de lui-même là, pour assurer une participation là, des gens au COP. À toi la parole, Djibril. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. Désolé. Bon, moi, je vous parle depuis une COP. Je suis actuellement à Riyad, donc pour les besoins de la COP de désertification. Donc voilà, donc pour moi, la COP, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'objectifs. Nous, par exemple, par rapport à ces COP-là, donc je pense qu'il y a, il y a les parties de négociation, il y a les parties partenariat,
il y a aussi tout ce qui touche voilà, les différentes rencontres et autres. Maintenant, par rapport à tout ce qui est implication des communautés, vous m'entendez? C'est bon? Maintenant, c'est mieux, mais ça a été un C'est peu bon, vous compliqué. m'entendez? Oui, continue. Ok, ok. Voilà, je disais que par rapport au COP, je pense qu'il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs choses. Donc, pour nous autres, notre participation à la COP, il y a d'abord tout ce qui est suivi des négociations. Et on peut, quand on parle de suivi des négociations, nous, en tant que société civile, on ne négocie pas, mais quand même, on peut glisser des notes aux négociateurs, on peut mettre la pression, on peut organiser des activités dans la COP pour mettre un peu la pression à tous ces négociateurs-là parce qu'ils négocient à notre nom. C'est les gouvernements qui négocient et tout ça. Donc, l'autre chose aussi, c'est une messe climatique qui permet un peu à toutes les organisations, à tous les participants de pouvoir voilà, avoir ces rencontres, de faire des rencontres bilatérales et tout ça. Donc, c'est un grand marché où tous les acteurs du climat se rencontrent et je pense qu'il n'y a pas un marché aussi grand dans le monde climatique que les COP. Donc, vraiment, c'est vraiment un très, très grand marché et tout ça. Maintenant, par rapport à la participation des communautés et voilà, et tout ça. Donc, je pense que là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, on va essayer de limiter ça. Par rapport à la participation de ces communautés-là, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a peu de communautés qui participent. Donc, surtout quand on parle des communautés des jeunes et des femmes. Donc, la plupart, c'est les ONG, la société civile qui viennent parler pour ces communautés-là. Je pense que ça a été historique même cette année que beaucoup de peuples autochtones soient mobilisés pour venir participer à cette COP. Et ça, c'est l'innovation qu'on a cette année ici à Riyad. Et aujourd'hui, les peuples autochtones n'attendent pas les OSC pour venir porter leur plaidoyer. Ils portent eux-mêmes leur plaidoyer, ils mettent la pression, ils font des rencontres bilatérales avec tous les ministres qui sont là. Et je pense que c'est l'importance même de la participation de ces couches-là. Mais sinon, la COP, vraiment, c'est quelque chose qui est assez important et qui permet vraiment de revenir sur beaucoup d'aspects. Et par rapport vraiment à la société civile, je pense que c'est quelque chose de très, très important parce qu'au-delà des négociations et tout, c'est des endroits où les gens viennent aussi pour chercher des partenaires, rencontrer des partenaires. Et pour nous autres des pays africains, je pense qu'aussi c'est comme le Sahel, je pense aussi que c'est des moments aussi pour rencontrer des gens qu'on ne peut pas rencontrer dans nos pays. Donc souvent la COP, on peut rencontrer le président, on peut rencontrer les ministres, des directeurs qui sont inaccessibles dans nos pays. Donc, souvent, on vient ici, on a le temps de nous asseoir, de les voir dans les couloirs, d'avoir des heures de conversation avec eux. Donc, ça, il y a plein d'avantages et il y a plein de choses qui sont bonnes. Il y a aussi des parties qu'on doit revoir. Donc, je pense qu'au fil des discussions, on va revenir sur tout ça. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire pour ne pas répéter ce que les gens qui m'ont précédé ont dit comme Denis. Merci. Merci beaucoup, Djibril. Donc, si j'ai bien compris, effectivement, un peu comme ce que dit Denis, les COP, c'est une belle occasion de rencontrer les décideurs, mais malheureusement, peut-être à l'exception des peuples autochtones où il y a un nouveau mécanisme qui a été mis et qui ont été plus représentés, mais les populations locales sont peu présentes dans dans ces négociations-là. C'est bien, c'est ça, en résumé. Merci. Elisa, peut-être faire un lien en une minute, peut-être parce que, avant qu'on passe à la prochaine section. Parce que toi qui étais une représentante jeunesse du Canada, tu sais, dans une COP, c'est quoi ta perspective sur ce que vient de nous partager Djibril, par exemple? En fait, je trouve que mon lien va être très rapide. Juste commencer par souligner que c'était un immense privilège et que c'était une grande aventure et que j'ai pu comprendre et saisir l'ampleur et la complexité de la façon dont les discussions s'organisent, etc. Mais cela étant dit, c'était surtout un moment d'apprentissage et d'observation et pas de consultation. Et personnellement, c'est vrai qu'à ce titre, je me sentais parfois un peu comme un imposteur, parce que autant c'est un immense privilège d'être 15 jeunes d'un gouvernement qui n'est pas étatique finalement du Québec. C'est incroyable en termes de visibilité, etc. Mais c'est vrai que d'un autre côté, certains pays, certaines délégations ne peuvent envoyer qu'un ou deux, ou voire pas de représentants, représentantes. Et toutes vos interventions, je trouve que, bah, en tout cas, ça va vraiment avec comment ça me fait réfléchir, parce que les inégalités d'accès à ces espaces cruciaux que sont les COP, comme tu disais, Denis, c'est un enjeu de justice climatique et écologique. Et exactement comme tu disais, Djibril, je reprends vraiment les interventions de tout le monde, mais ça résonne beaucoup. Les actions qu'on a engagées maintenant, c'est de faire en sorte que notre voix porte plus que nos propres préoccupations à nous et de vraiment se faire le relais
des préoccupations et des plaidoyers qu'on partage. Et finalement, comme tu disais, David, en fait, la société civile se mobilise, faut qu'elle se mobilise comme un écosystème et qu'on travaille tous ensemble en interdépendance et en interconscience. Et ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure sur les COP parce que tout est lié et tout est dans tout. Et c'est, encore une fois, c'est la force et c'est la difficulté des COP. Mais voilà, je reprends beaucoup les interventions de tout le monde, mais c'était vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Voilà. C'est parfait, ça fait une excellente conclusion à cette première partie, Elissa. Merci beaucoup. Donc, puis on voit le reflet dans les COP, même, comme je dis, là, de la balance du pouvoir, en fait, puis des relations de pouvoir qui sont là. Donc, comment nous faire une plus grande place, pas prendre toute la place, puis s'assurer qu'on porte la voix des autres, mais peut-être s'inspirer des luttes autochtones pour avoir des mécanismes réels qui vont permettre une participation là, des communautés locales et des femmes là, dans les instances de décision. Merci beaucoup. Ce qui nous mènerait à la partie 2 de ce panel qui nous demande justement comment éviter les silos entre les différentes COP pour avoir un impact réel sur le changement climatique, en fait. Parce que si peut-être pour nous au Québec, la désertification, on entend moins parler, mais je vous assure qu'en Afrique, c'est un thème qui est très, très important et qui est présent dans le quotidien des gens. Mais comment s'assurer donc que tout se parle, qu'il y ait un, un lien. On partage peut-être un peu, là, qu'on apprenne la cosmovision des personnes autochtones. Mais avant de se lancer dans cette deuxième partie, une autre question pour vous, cher public. À votre avis, quelle est la principale différence entre une conférence des partis sur le climat et une conférence des partis sur la biodiversité? A. Les participants. B. Les objectifs et mécanismes. Et C. Le niveau de financement. On vous laisse répondre dans les réponses qui arrivent. Elissa, quand vous avez les réponses, ou bien Benjamin, quand vous avez les réponses, peut-être les afficher. Je vais laisser encore quelques secondes. Ouais. On aurait pu inclure sur la COP désertification, qui est effectivement pas très bien connue chez nous. Donc, à C'est voir. vrai. Ok. Oh, ça, c'est tout le monde s'entend. Les objectifs et mécanismes seraient les différentes ce qui distinguerait le plus, c'est la COP de la biodiversité de la COP sur le climat, par exemple. Et par la suite, le niveau de financement. Mais les gens semblent s'entendre pour penser que c'est les mêmes participants qu'on retrouve à ces différentes COP-là. Peut-être, chers panélistes, vous pourriez adresser cet aspect-là en comparant, si c'est possible pour vous, de voir un peu là, les différents types de participants dans les COP. Mais pour nous lancer dans la deuxième partie de ce panel, on va redonner la parole à David. David qui va nous donner l'exemple de la présence des femmes et des Autochtones dans la mobilisation continue. Comment les femmes et les Autochtones ont réussi à maintenir une mobilisation au-delà des événements des COP. David, à toi la parole. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí partir reconociendo el rol fundamental que On tienen devrait reconnaître le rôle las mujeres fondamental qu'ont les y las mujeres femmes, indígenas surtout les femmes como indigènes portadoras de autochtones, conocimientos qui sont les gardiennes des claves, connaissances digamos, clés, en este caso tienen que ver con las dans ces cas, semillas, las plantas qui ont un medicinales, lien avec los manejos sostenibles les de la tierra. semences, les plantes A través de la labor médicinales, de las mujeres se l'administration de la asegura, terre, en este caso, l'administration la des soberanía femmes alimentaria, la preservación de va algunas rassurer prácticas la culturales. souveraineté alimentaire, les pratiques Es culturelles, les necesario savoir-faire. fortalecer esta C'est participación. c'est Hay nécessaire de una doble renforcer cette discriminación participation. hacia las mujeres Cette indígenas participation, il y a une double autoctones en su discrimination identidad. Y esto la avec les femmes relegan en autochtones espacios de en lien diálogo y avec leur participación, genre et leur tanto identité. en sus comunidades Ils sont como relégués desde el autant nivel dans, gubernamental. Y autant esto dans leur es communauté comme vital dans, y en lien fundamental avec reconocer que han sido las le propias gouvernement. mujeres que han Il faut reconnaître luchado, que les se han femmes ont esforzado para lutté poder et que sus ont fait voces se beaucoup escuchen d'efforts y en el pour, marco pour se faire y en écouter la realidad acá en nuestro dans les país COP sucede también et même que dans son las notre mujeres pays. las que van tomando muchas veces las responsabilidades de representar a sus Les femmes comunidades, a sus pueblos, assument de plusieurs elevar la fois voz, de le rôle de representar représentation las de leur injusticias peuple, de y faire esto face aux debe de hacer la injustices, necesidad de
on la devrait vraiment participación de las ouvrir un mujeres. espace de participation Hablando plus de grand pour temas de les COP, femmes quizá esta es otra COP, pero dans le cadre des COP, comprende el acuerdo de Escazú, que es un dans le acuerdo cadre de l'accord internacional d'Escazú, sobre la en Amérique transversalización latine, on a del réussi à avoir apoyo une para género, transversalisation ¿verdad? Para el tema de pour género. appuyer Yo creo que esto debería l'égalité suceder des genres. en todas las COP, ¿verdad? Je Para pense que poder garantizar de se alguna donner, manera la amplia ça devrait participación se de las faire mujeres, que aussi muchas veces se dans ve les autres COP, limitada en estos sentidos económicos fomenter les o participations des los espacios femmes. son tomados Des fois, mayormente por les hombres. espaces sont Entonces monopolisés par sí les hommes. es necesario Je pense que que se c'est garantice nécessaire que las vraiment de mujeres garantir un tengan espace voz pour les femmes en las mesas de autochtones, diálogo, en la pour formulación de qu'elles, políticas pour y que poder sa tener voix sus voces y que se puedan fasse écouter, aportar de una manera significativa, tomando en cuenta pour qu'elles ese rol puissent central que tienen para la apporter vida. leur En mi caso, savoir-faire que son en considérant mesoamericanos, leur rôle centroamericanos, son central reconocidas como dans les las peuples abuelitas, ¿no? Las mésoaméricains. Ils sont reconnus mujeres que comme son sabias y las que van a abuelitas, les escuchar a sus grands-mères mensajes para sages, proceder de alguna les manera gardiens en la toma de d'un decisiones savoir-faire. políticas. Elle devrait être Así prise en que considération dans la prise de décision politique aussi. gracias. Merci. Merci beaucoup, David, de ce partage-là qui nous démontre l'importance, en effet, de ce qu'on appelle aussi là, l'intersectionnalité, donc la double discrimination parfois là, entre être une femme autochtone, mais aussi l'importance de la mobilisation de ces femmes-là et de leur impact. Maintenant, on passait à Djibril. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment vous mobilisez au Sénégal là, la société civile entre deux COP ou entre les différentes COP? Comment vous faites ça, vous? Djibril, à toi la parole. Est-ce que tu es toujours là? Il semble avoir quelques enjeux de connexion. Hmm. En attendant que Djibril puisse retrouver sa connexion, Denis, c'était un peu la même. Merci beaucoup, Oh, Geneviève. ah, Bon, je pense que cette année a été un bel exemple. Oui, on t'écoute, Djibril, à toi. c'est bon? Oui, c'est bon. Allô, vous m'entendez? Si. Oui, désolé, hein? Désolé, il y a beaucoup de restrictions ici. Il y a, il y a trop de restrictions. Bon, on comprend un peu. Merci beaucoup. Bon, je disais que nous l'avons testé cette année parce que nous avons eu à participer à COP Climat et à COP Civil. C'est la prise en charge des communautés, de ces gens-là qui doivent venir participer à la COP. Et je pense que, comme je le disais, mobiliser les pays et la société civile entre deux COP peut ne pas être facile parce que souvent c'est très coûteux. Et il y a des COP, quand on organise ces conférences-là dans des pays, tout devient cher d'un coup. Et il y a beaucoup de monde qui viennent. Souvent, il y a beaucoup de problèmes si on ne s'y prend pas très tôt. Donc, on peut parfois ne pas avoir beaucoup de partenaires ou bien les partenaires viennent à la dernière minute et en ce moment-là, tout flambe. Donc, je pense que tout ça, c'est des choses. Mais quand même, il faut savoir préparer les COP si on veut aussi mobiliser les communautés à participer à ça. Il faut savoir bien les préparer et bien maintenir cet effort de participation de la société civile à ces COP-là. Maintenant, le grand défi reste la mobilisation des ressources pour la participation aux COP, parce que souvent, les gens peuvent accompagner pour ces COP-là et ne pas le faire pour d'autres. Les associations de la société civile, surtout ceux du Sahel, dont ne sont pas assez outillés, surtout les associations de jeunes et de femmes. Je parle surtout des petites organisations qui sont à la base, qui sont sur le terrain. Souvent, ils n'ont pas beaucoup de ressources pour pouvoir se prendre en charge et ils comptent d'habitude sur des bailleurs, mais souvent, leur participation est assez limitée. Ou bien, s'ils à la COP, là, on leur dit, OK, vous avez participé à cette COP, vous ne pouvez pas participer à l'autre COP, d'autres vont prendre votre place. Le climatique aussi, je pense qu'il ne suffit pas seulement de participer à la COP, il y a aussi des actions pré-COP, des négociations qui se passent dans des pays. Et si on veut vraiment suivre la COP, il faut savoir aussi participer à ces sessions-là, ces sessions d'avant-COP et c'est là où tout se décide. Donc, souvent, on dit aux gens, vous devez aller participer à la COP, mais les gens ne savent pas qu'avant la COP, il y a eu beaucoup de rencontres qu'on fait dans beaucoup de pays. Et souvent, c'est là où les gens doivent être présents parce que c'est là où la plupart des orientations qu'on amène à la COP, c'est là où on les décide. Donc, c'est ce que je voulais dire grosso modo sur la participation euh, de ces communautés-là
de la société civile surtout, pour la mobilisation des pays et la société civile entre les COP. Et par rapport au maintien de l'engagement, je pense que l'engagement est là. Il y a beaucoup de réunions qu'on fait dans nos pays en tant que société civile. Nous organisons beaucoup d'actions de pré-COP, beaucoup d'activités pour informer les communautés et pour faire participer les communautés. Mais souvent, à la dernière minute, on est tout le temps confronté à des problèmes de prise en charge, à des problèmes de participation, d'accréditation aussi. L'État ne donne pas tout le temps les accréditations aux organisations de la société civile. C'est un problème. Dans certains COP aussi, il y a des sociétés civiles, il y a certains pays qui limitent la société civile par rapport aux actions qu'ils doivent mener. Il y a des pays où des membres de la société civile ont été débadgés. Il y a des pays, l'année passée, je pense que certains ont perdu leur badge. Il y a aussi des pays qui interdisent toute forme de mobilisation de la société civile dans la COP. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de restrictions, mais la société civile pousse pour quand même pouvoir faire valoir ses droits. Effectivement, merci. Et Djibril, je te demanderais, par exemple, toi, ce que tu vois dans le cadre de ton travail, là, pourtant les communautés qui ont de la difficulté à se mobiliser en termes de ressources, en fait, ils n'ont pas est-ce qu'ils sont affectés par les changements climatiques? Est-ce qu'elles auraient des choses à dire, à contribuer aux décisions? Oui, ils ont beaucoup de choses à dire, hein. En fait, c'est eux-mêmes qui sont affectés par les changements climatiques. La plupart des ONC interviennent dans des communautés où ils parlent, quand ils viennent à la COP, ils parlent de ces communautés-là qui sont impactées. Donc, la plupart des gens qui viennent à la COP parlent pour des gens qui ne sont pas présents. Ils disent les communautés, ils disent les pas venus parler pour eux. Donc, il faut savoir les mobiliser, demander la participation de la société civile. Mais au-delà de la participation de la société civile, est-ce qu'il ne faut pas faire venir ces personnes? Je donne juste un exemple pour conclure ce point. Cette année, euh, il y a une qui a fait venir une femme qui est membre des communautés. Elle a fait comprendre qu'il était important, terrain, qu'ils puissent participer. Souvent, les financements leur sont destinés. Et le ministre a vraiment compris ce que la dame voulait dire et il a pris l'assurance pour les COP à venir de faire participer cette communauté-là. C'est la société civile qui vient exposer. Mais est-ce que ce n'est pas les communautés qui travaillent sur le terrain qui doivent venir exposer leurs problèmes? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la participation de la communauté, des communautés qui sont encore très, très limitées dans les COP. On ne voit pratiquement pas la communauté. Pour la COP désertification cette année, la Convention a eu à signer un partenariat avec les peuples autochtones et les peuples autochtones sont venus et tout le monde est d'accord pour cette année à Riyad que la présence des peuples autochtones va jouer un rôle capital dans la COP parce qu'ils sont là, ils sont en train de pousser et ils sont en train de montrer aux gens que les problèmes dont on parle, c'est eux qui les subissent, donc c'est à eux de parler. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Djibril. Effectivement, donc on a vraiment peut-être une leçon à prendre aussi comme on disait tout à l'heure, là, des peuples autochtones pour s'assurer que ça soit pas uniquement les ONG qui parlent au nom d'eux, mais est-ce que ça peut avoir une plus-value? Donc, Denis, c'est toi qui vas clore cet aspect-là. Donc, comment, tu sais, mobiliser les pays et la société civile en deux COP? Que fait la COCI? Puis aussi, tu sais, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que les voix soient incluses et non pas uniquement par les amplifier? Je trouve ça intéressant. Ben merci, mais d'abord, je reprendrai l'expression de Djibril que j'ai bien aimé tout à l'heure, que la COP, dans le fond, c'est le plus grand marché des acteurs climatiques, mais la COP, c'est un événement qui est important, mais le travail de justice climatique se fait toute l'année, là, c'est pas à la COP, là, que ça se fait. En fait, la COP sert à prendre de nouveaux engagements souvent, mais le travail se fait à l'année longue. Puis si je peux donner l'exemple ici de la société civile au Québec, les groupes travaillent ensemble toute l'année à essayer de mettre de la pression sur le gouvernement du Québec, à mettre de la pression sur le gouvernement du Canada, à faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale ou de la sensibilisation du public par rapport à ces enjeux-là. Donc, les groupes sont très mobilisés, puis on a vu un bon exemple là, il y a quelques années quand la COP sur la biodiversité a été organisée un peu à la dernière minute, là, à quelques mois de préavis à Montréal. Il y a eu une très grande participation de la société civile, puis ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que la société civile au Québec
est très déjà tissé serré, organisé, les gens se connaissent, travaillent en réseau et tout, donc ça permet quand il y a des opportunités comme ça qui se présentent de se mobiliser euh, rapidement. Fait que c'est l'autre point que je voulais faire, c'est qu'on peut pas faire l'économie de bâtir des relations. Tu sais, on est toujours dans l'efficacité, puis il faut dire bon, mais on sera jamais efficace si on se connaît pas. On peut pas travailler, on peut pas se voir une fois par année à la COP, là. C'est pas comme ça qu'on va réussir à créer du changement. Je pense que il faut accepter que ça prend du temps. Mais donc, tu sais, par exemple, nous, là, les réseaux avec lesquels on travaille, ça commence à faire quelques années. On se voyait au début seulement à la COP, mais là, soudainement, on se voit entre les COP, on organise des activités ensemble, on se parle davantage, on se connaît mieux. Ça nous permet d'être plus quand on arrive, disons, dans la COP ou un autre événement, ou en tout cas une autre opportunité comme ça, de pousser pour la justice climatique, ben, d'être plus efficace, de travailler mieux ensemble. On connaît déjà un peu mieux les points de vue de l'un et de l'autre. Donc, je pense que pour briser les silos, il faut aussi, c'est ça, travailler ensemble tout au long de l'année. Puis, c'est pas obligé d'être toujours focusé directement sur la justice climatique. Il faut faire, tu parlais d'intersectionnalité tout à l'heure, mais aussi d'intersection des enjeux. Donc, quand on mobilise, on travaille avec des groupes qui travaillent sur les droits des femmes, ben, il faut intégrer la question climatique. On peut travailler avec les groupes autochtones, avec les jeunes, sur les questions liées à l'économie, la santé. Donc, il y a des liens à faire. Puis, il faut nous-mêmes faire attention de ne pas se mettre dans des silos. C'est plus facile de travailler sur un enjeu euh, spécifique. Mais donc, tu posais la question aussi sur comment faire pour amener les voix des communautés sans se faire tout simplement les porte-paroles. Mais peut-être deux exemples. Dans le fond, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, évidemment, de la COSI, là, c'est pas, on a des moyens limités, là. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est par exemple pour les jeunes, on n'essaie pas plutôt que d'être moi, l'homme blanc d'un certain âge qui va à la COP avec un document de plaidoyer puis qui prend la parole pour les jeunes, généralement, on amène des jeunes. Donc, on amène quatre, cinq jeunes. Donc, qu'on prépare plusieurs mois avant la COP. Là, on travaille avec eux, voir c'est quoi leurs revendications, qu'est-ce qu'ils veulent faire à la COP, et on les appuie dans leurs projets, puis on les encourage à porter leur propre voix. Donc, on n'essaie pas de parler en leur nom, quoique quand ils sont pas là, puis on s'arrange pour qu'ils ne soient pas oubliés, mais on essaie de leur donner les espaces pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Puis même chose pour nos partenaires des groupes des communautés des Suds. Je parlais de l'exemple, par exemple, du pavillon du Canada. Donc, quand on fait euh, faire un événement dans un pavillon d'un pays des Suds avec des groupes des Suds, ça n'a pas la même résonance. C'est pas le tu sais, c'est pas le Burundi le problème, c'est le Canada le problème, c'est les États-Unis le problème, c'est l'Europe le problème. Donc, il faut que ces voix-là soient entendues dans ces espaces-là aussi. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Donc, quand on va faire une activité au pavillon du Canada, ben, c'est pas moi qui est sur un panel pour dire voici l'Afrique revendique XY. Donc, on fait venir le réseau africain. Donc, notamment cette année, c'était l'Alliance panafricaine pour la justice climatique qui représente à peu près 1000 organisations en Afrique. Donc, Latindad, qui est un grand réseau latino-américain. Bon, bref, donc c'est eux qui sont venus eux-mêmes prendre la parole. Puis, donc, c'est ça, on essaie quand on peut, de créer les espaces pour que ces personnes-là soient mises de l'avant plutôt que nous parler à leur place. Ouais, ça, c'est intéressant, Denis. Merci beaucoup. Donc, créer les espaces pour permettre aux gens impactés de parler, puis que les gens, mettons, du Canada, qui est quand même un pays responsable d'émissions des GES, là, les écoutent puis les entendent. Euh, Peut-être brièvement mais vraiment très bref, Denis, parce que tu nous en as parlé dans un autre forum, mais je pense que ça serait intéressant. Quand tu as parlé de briser les silos, justement, entre les groupes environnementaux puis versus les groupes de coopération, solidarité internationale, peut-être brièvement, à la COP 29, si je me rappelle bien, tu avais vu quelque chose. Non, ben, je veux dire, c'est juste que on travaille beaucoup ensemble, mais c'est sûr que quand on est au Québec, c'est les enjeux qui prédominent, ça va être ce qui se passe évidemment ici, là, ce que tu sais, la filière des batteries, ce que le Québec fait en matière d'énergie, tout ça, puis c'est tous des enjeux super importants. Puis quand on est à la COP, ben, l'enjeu évidemment de coopération internationale prend un peu plus de place, mais donc on nous a donné quand même pas mal de place là, au groupe de coopération
coopération dans une rencontre, par exemple, avec le ministre, ce qui inquiétait un peu certains groupes environnementaux qui avaient peur de ne pas avoir assez d'espace. Mais comme on se connaît, comme justement on a bâti des relations au fil des années, ben, tu sais, avant la rencontre, on s'est tous vus, on s'est parlé, on s'est dit, ben non, il n'y a pas de problème, on va poser vos questions, on va s'arranger pour que vous ayez de la place. Mais c'est ça que ça fait. Donc, bâtir des réseaux, on minimise des fois l'importance de faire ça, mais c'est comme ça après qu'on s'organise mieux. C'est un exemple, ça, justement, Mm. je pense, on a été plus efficace parce qu'on a réussi à parler des enjeux de coopération internationale, mais on a aussi créé un espace pour que les groupes environnementaux du Québec puissent aussi avoir l'opportunité de poser leurs questions, là, ce qu'ils voulaient dans un temps qui est restreint, hein, quand on rencontre des ministres, on n'a pas, ça peut pas déborder longtemps, donc faut être précis. Ouais. Merci. Oui, puis souvent les gens avec qui nous on parle, qui composent des délégations, eux se parlent souvent et ont souvent l'opportunité d'échanger et de construire les réseaux. Donc, pour arriver à construire un contrepoids, mais c'est intéressant de pouvoir construire nos alliances à nous-mêmes. Ça nous amène à la troisième partie maintenant de notre panel, qui sont les perspectives vers la COP 30, là, qui est une COP climat, qui est la COP à Bélène, parfois appelée la COP des peuples. Donc, avant de lancer nos panélistes, chers participants, participantes, à vous la parole. La question pour vous. Pensez-vous que les COP ont un impact réel et contribuent efficacement à la lutte contre la crise climatique? A. Oui, elles jouent un rôle crucial. B. Bon, pas vraiment, leur impact reste limité. Et la dernière, C. Moi, ça dépend des COP et des contextes. À vous. Moi aussi, je vais me choisir. À vous la parole. Donc, parce que c'est sûr que cette réponse-là à cette question-là, elle va faciliter ou non là, la mobilisation des gens entre les COP. Euh, Puis autant que ça prend à David, à Denis, à Djibril et à Elissa participer à ces COP-là, j'espère que vous pensez qu'elles ont un impact réel. On va voir. Il nous laisse encore quelques secondes. Quelques secondes aux gens pour répondre. Êtes-vous toujours avec nous? Ok. Oui, là, ça c'est plus divisé, hein? 48% quand même qui pensent que pas vraiment. Leur impact reste limité. Ça serait intéressant de voir si c'est des gens qui sont avec nous, de où ils viennent, les gens qui ont répondu ça. Est-ce que c'est les gens, disons, dans les pays qui sont les plus affectés par les changements climatiques? Une autre qui répond quand même 34%. Ça dépend des COP et des contextes, effectivement. Peut-être que les COP climat, COP biodiversité, les désertifications ont des impacts différents. Mais alors ça, je pense qu'on va pouvoir garder vos réponses en tête puis orienter le travail de nos différentes organisations en fonction de ça. Mais pour cette troisième partie qui est sur la perspective pour la COP, on a une même question pour tous nos panélistes. Ce qu'on aimerait, c'est vous entendre. La COP 30 qui va avoir lieu à Bélène, qui est appelée la COP des peuples. Mais aussi, parfois, c'est comme on dit, que les COP sont un mal nécessaire, donc, ou un grand marché. Quelles sont, selon vous, là, les perspectives et les enjeux de la COP 30, puis comment on peut espérer avoir un impact? C'est la personne qui lance le bal là-dessus, c'est Denis. À toi la parole, Denis. Ben merci. Bon, ben pour la COP 30, ben en fait, déjà, je peux vous dire que pour avoir participé aux dernières COP, ça va faire du bien d'avoir une COP qui se passe pas dans un pays autoritaire. Donc après l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, l'Égypte ou la place, l'espace civique, là, était très, très, très restreint, sinon inexistant. Ben là, au moins au Brésil, on a encore un pays pétrolier, mais au moins cette fois-là, la société civile va avoir un peu plus les coups des franches, probablement pour s'exprimer à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la COP. Donc, ce sera la COP qui vient de passer. On l'appelait la COP de la finance. Donc, c'était beaucoup centré. Évidemment, il y a énormément d'enjeux qui se discutent en même temps, mais l'enjeu phare, c'était vraiment la question du financement climatique. Puis, on est resté beaucoup sur notre fin avec la conclusion. Donc, il y aura quand même une suite. Donc, vous savez que ça s'est conclu par ce qu'on appelle le nouvel objectif collectif quantifié. Donc, en gros, l'objectif de financement là, que les pays développés doivent fournir aux pays en développement là, pour les prochaines années dans la lutte au changement climatique. L'ancienne cible était de 100 milliards par année. Là, on s'est fixé une nouvelle cible de 300 milliards
milliards d'ici 2030 ou 35, qui était très loin en fait de ce que les pays des Sud demandaient, qui était un plancher de 1300 milliards et pas 300 milliards. Donc il y a une espèce de truc ambigu là, sur lequel ils se sont entendus, ils se sont dit, ben, c'est 300 milliards, mais il y a une espèce de programme de travail en route vers Belém là, où on veut penser à des façons de se rendre à 1300 milliards. Bref, les discussions sur le financement climatique, il y en a toujours dans les COP, là, mais elles vont se poursuivre d'ici la COP et pendant la prochaine COP. Donc, ça va être encore un enjeu super important de voir si avec une présidence un peu plus proactive, comme on s'attend à ce que celle du Brésil soit, ben est-ce qu'il pourrait y avoir des avancées de ce côté-là? Mais sinon, le gros enjeu de cette prochaine COP, c'est plutôt, vous savez, quand on parle de justice climatique, on parle les pays du Nord doivent financer ce qui se passe dans les pays du Sud, mais doivent aussi réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Et donc, cette année, c'est l'année où, ben, en fait, la COP 30, ça va être le moment où tous les pays doivent arriver à ce moment-là avec leurs nouvelles cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et ces cibles-là, à tous les 5 ans, doivent être plus ambitieuses que les cibles précédentes. Donc, ça va être un peu la COP de l'ambition, si vous voulez. On va voir ce que les pays vont proposer là, comme cible de réduction. Ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer aussi au niveau géopolitique. Les États-Unis, cette année, étaient présents à la COP, mais on sait que le prochain président Trump a dit qu'il allait retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Donc, est-ce que la délégation américaine sera là ou pas? Quel impact est-ce que ça aura? Est-ce que d'autres joueurs vont prendre la place? Des fois, la Chine, des fois, s'implique un peu, notamment en termes de financement climatique. En tout cas, il va y avoir une dynamique intéressante à surveiller là, pendant la prochaine COP. Puis la seule chose, c'est que donc il y a beaucoup de gens, parce que la société civile aura davantage l'écoute franche, il y a beaucoup de gens qui veulent y participer. Malheureusement, la capacité d'accueil semble pas illimité là, à Belém. Donc, je ne sais pas ce que ça va vouloir dire en termes de participation parce que c'était 60 000 personnes à la dernière COP, 80 000, je pense, à celle de Dubaï. On ne sait pas si c'est possible d'avoir des aussi grosses délégations pour la COP au Brésil. Puis quand on parle, comme Dubril parlait, de mobiliser même davantage des communautés locales, est-ce que ça va être possible? Je sais pas. Donc ça va être intéressant de voir comment va se dérouler tout ça. Ouais, merci beaucoup, Denis. Toi, Djibril, pour vous, c'est quoi votre perspective vers la COP 30, en fait, puis le lien, mettons, est-ce que toi, des choses qu'on pourrait retenir de la COP désertification, qu'on pourrait amener aussi à la COP 30 à Belém? Ce qu'on peut retenir de cette COP, mais avant même de venir sur ça, je pense que je vais un peu revenir sur l'aspect importance de la COP. Je pense que, comme je le dis souvent, la COP, c'est un mal nécessaire. Il est là. Il faut reconnaître que c'est le plus grand marché, comme je le disais tout à l'heure et que Denis a beaucoup aimé, c'est le plus grand marché du climat. Par la COP, à part les COP, il n'y a pas un endroit où les décideurs climatiques, où le monde du climat se rencontre pour discuter de ce fléau. Et tout le monde reconnaît que c'est un fléau. Donc, quel que soit ce qui se passe, il y a des avancées, il y a des choses qui sont retenues et ces choses-là sont appliquées dans des pays. Aujourd'hui, s'il y a des avancées par rapport à la lutte contre les changements climatiques, par rapport à la lutte contre la désertification, si aujourd'hui certains pays reconnaissent qu'ils sont la cause de ce problème, c'est parce qu'il y a des négociations, c'est parce qu'il y a des gens qui acceptent, c'est parce qu'il y a des gens qui refusent. Et aujourd'hui aussi, on voit que la COP a réussi à réunir des pays. Aujourd'hui, on parle du groupe africain, on parle du groupe tel, du groupe tel, du groupe des points les moins avancés et tout ça. Donc aujourd'hui, la COP a créé une cohésion. On peut beaucoup apprendre de la COP. On peut critiquer la forme, comment c'est organisé, les moyens dépensés, la pollution et tout ça. Mais je pense que par rapport au fond, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'avantages. Donc vraiment, comme je le dis, c'est un mal nécessaire et il faut vraiment retravailler la forme. Parce que même moi, j'ai beaucoup critiqué la COP, mais je critique souvent la forme. Comment c'est organisé, le nombre de délégations, voilà, il y a des pays, voilà, ils veulent montrer leur puissance, il y a d'autres pays, ils essaient de faire la COP et partir. Il y a des pays aussi qui profitent de la COP pour s'enrichir. Donc ça, je le dis juste. Maintenant, par rapport à la COP 30, je pense qu'à Dubaï, le président Lula avait insisté sur le fait que la COP 30 sera la COP des peuples.
Et si on voit ce qui se passe aujourd'hui à Riyad, avec une forte présence des peuples autochtones, on peut espérer qu'à la COP30, s'il y a une bonne mobilisation des communautés, de femmes et de jeunes, des peuples autochtones et tout ça, on peut espérer que pour une première fois, parce que ce qui se passe actuellement à Riyad avec avec une forte mobilisation des communautés autochtones, c'est une première dans la COP désertification. C'est la convention même qui a pris en charge la participation de ces peuples autochtones-là. Donc, c'est une première et Hindou l'a dit lors de la plénière que c'était une première. Si on réussit à faire la même chose à la COP 30 au Brésil, et connaissant le Brésil qui est un pays qui défend vraiment fortement tous ces aspects-là, je pense que ça peut avoir des avancées significatives auxquelles on ne s'attendait pas. Parce que là, on va permettre à des gens si bien sûr les décideurs ne fuient pas la COP, sachant que voilà, il y aura beaucoup de peuples autochtones et qu'ils décident de ne pas venir. Mais quand même, s'ils décident d'être là, vraiment, on pense que vraiment, il y aura de très bonnes discussions, des discussions qui seront franches. Parce que vraiment, c'est des gens, c'est les personnes même qui sont impactées, qui vont essayer d'échanger directement avec ces décideurs-là lors des side events, lors des panels. Et je pense que les décideurs auront une autre vue de ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que nous, on va souvent dans des endroits où, par exemple, les peuples nous disent que l'État n'est pas venu ici depuis 40 ans, l'État n'est pas venu ici depuis 30 ans, l'État n'est pas venu ici depuis 20 ans. Et nous nous efforçons à dire à l'État ce qui se passe dans ces zones-là. Mais c'est la société civile qui parle. L'État peut penser qu'il y a des intérêts derrière. Mais si ces personnes-là qui sont impactées sont venues, donc ça va être vraiment bien. C'est pourquoi nous, au niveau de la société civile, surtout au niveau du Sahel, vu tous les problèmes que nous vivons, nous essayons vraiment de travailler sur une forte mobilisation des communautés et nous essayons de le faire très tôt parce que comme Denis l'a dit, Palerme, c'est pas assez grand et il faut essayer vraiment de s'y prendre très tôt, de faire ses réservations très tôt pour avoir de la place. Sinon, ceux qui vont venir à la dernière minute risquent de ne pas participer. Mais quand même, comme on le dit, nous, ce sera la COP des peuples, ce sera la COP des communautés et tout le monde doit travailler à ce que cette COP des communautés soit une réussite. Donc ça, c'est ce que je voulais dire parce que c'est le président même du pays qui organise, qui a déclaré ça. Et vraiment, nous travaillons tous à ce que ça soit vraiment une COP des peuples. Merci. Merci beaucoup, Djibril. Je pense que ça met bien la table pour laisser la parole à David, qui est, pour vous, en vue de la COP de Bélène, c'est quoi, qui est perçu comme étant une COP des peuples, c'est quoi vos perspectives, puis qu'est-ce que vous pensez qui vont être les enjeux importants là, à amener à cette COP-là? Bien, gracias. Pues iniciar pensando que Commencer con Brasil avec comme como anfitrión pensée, esperamos que ben, le la Brésil agenda va de être Belén l'anfitrión. pueda On attend convergir en torno a la protección del Amazonas, un agenda qui va que es clave en la recuperación del toucher les thèmes clima, de la protection de también l'Amazone, para la preservación de l'Amazonie, la la biodiversidad y préservation desarrollo de de la comunidades indígenas biodiversité, locales. La importancia del Amazonas l'importance de va a l'Amazonie. tener una visibilización On attend muy vraiment une ponderada. visibilisation También importante. podemos pensar On que peut penser va a avanzar en aussi compromisos qu'on peut como avancer en reducir, termes de reducir las compromis desigualdades, pour priorizando réduire a los países y l'inégalité comunidades más des vulnerables en peuples, los impactos del surtout cambio dans les cas des climático. communautés plus Como mencionaba el vulnérables qui compañero, ont été tomar en affectées cuenta par esto les changements es climatiques. vital, ¿verdad? No, Si no quelque son las chose de très comunidades, los important, c'est les pueblos communautés, indígenas les los que peuples están en medio autochtones de qui los sont au milieu impactos del cambio climático y deben ser tomados en des, cuenta. des Esta conséquences COP30 du también changement ofrece climatique. la La posibilidad de COP30 nous centrar offre une el possibilité debate en soluciones que pour provienen de los avoir un territorios, dialogue como las prácticas euh, sostenibles y los euh, conocimientos et parler ancestrales que des se asocian pratiques al cuidado de la euh, biodiversidad. Será un sostenibles pour momento clave protéger la para garantizar biodiversité. Ça va être un moment que clé los pour países garantir desarrollados puedan que cumplir con sus compromisos de les financiamiento compromis climático des y que pays estos recursos du lleguen a premier las monde comunidades par rapport que à leurs son la primera compromis línea dans le cadre du en este changement impacto. climatique. También es importante que se C'est pueda romper con el important enfoque extractivista, ¿verdad? A pesar de los débriser discursos avec y la la presión vision por expandir extractiviste et la juste extracción de los l'exploitation bienes des naturales, el ressources petróleo, naturelles, la les minería, la pétroles, lucha persiste, la minerie, especialmente en regiones l'industrie, como la Amazonia surtout dans les régions comme en l'Amazonie. nuestra región Il y a cette latinoamericana. vision extractiviste qui Existe nous aquí la affecte. COP30 debe ser un La espacio COP30, ça devrait être un transitar hacia espace modelos pour más sostenibles. changer des La COP modèles también en en communion anteriores avec la nature. versiones ha sido criticada por ser
un Le espacio COP a été elitista. El critiqué reto pour va être a un ser espace asegurar la élitiste dans le passé. participación efectiva Les de défis, pueblos c'est vraiment d'assurer indígenas, assurer la culturas, participation des movimientos peuples sociales, autochtones, des femmes, des sobre todo peuples en las autochtones, negociaciones, de tous pero les en las groupes qui ont été decisiones. Eso relégués dans le es passé, lo mais plus dans la importante prise que de pueda décision. suceder. C'est très Creo que es important importante de tenir ça que en pueda asegurar los considération. compromisos C'est une más ambiciosos en opportunité términos pour de assurer reducción de las emisiones, un ¿verdad? compromis pour réduire Especialmente por les parte de émissions las de grandes gaz à effet de economías, serre. que son las Les grandes responsables de la économies mayor sont parte de las responsables emisiones históricas que vraiment han estado de la sucediendo. Y en contamination este tema también pues environnementale. será preponderante implementar mecanismos concretos para financiar On doit la avoir des recuperación de mécanismes comunidades afectadas concrets por pour desastres climáticos, financer un tema eh, que es aux apenas communautés qui ont été está affectées par haciendo forma, pero que es les muy changements importante. climatiques. Y en ese sentido es crucial Dans ce también pasar sens, de los c'est compromisos important declarativos a acciones de concretas, vinculantes, passer à des estableciendo actions cronogramas, concrètes, digamos, claros établir un y mecanismos chronogramme, de seguimiento des también dates, que puedan favorecer estas decisiones que se tomen en la COP 30, ¿verdad? aider à la prise de décision Como de la COP mencionaba, los 30, espacios representativos son vitales avoir des cuando espaces podamos de hablar de una représentation COP de los vitale. pueblos, pues se debe asegurar On a dit, on pueblos a déjà parlé de indígenas, la COP des comunidades peuples. On afrodescendientes doit tenir en y las considération comunidades rurales tengan les un asiento, communautés que tengan un lugar en afro-américaines, las mesas de les la toma communautés de decisiones. rurales, les Es peuples autochtones. importante Ils doivent asegurar los avoir en derechos place humanos de dans los la pueblos prise de como, décision. como el eje para cualquier acción climática, incluyendo el respeto por los territorios y los bienes Ils sont naturales también. fondamentaux pour la Esta COP préservation 30 de la debería ser nature. recordada como un punto de inflexión donde Ça los devrait être gobiernos escucharon y actuaron en favor de los tenir pueblos. en considération comme Es une COP quizá qui el est momento très de important, un construir moment un pour futuro construire basado en la un equidad, futur el respeto a basé los à, derechos y la defensa de nuestra casa común, que nosotros decimos aquí la qui a comme Pachamama, la Madre objectif Tierra. de promouvoir l'égalité. Creemos que es un momento La vital que conservation de la podría mère ser Terre, c'est un este moment punto de inflexión vital, que es necesario ya para conservar la nécessaire, vida. vraiment pour Estas préserver son la vie. algunas perspectivas que tengo de la COP 30. C'est quelques perspectives que Gracias. j'ai par rapport à la COP 30. Merci. Merci beaucoup. C'est enrichissant et mobilisant, en fait. Si on peut faire de la COP 30, briser le lien élitiste, puis faire en sorte que c'est un lieu où on change de paradigme, intéressant. Élissa, à toi la parole maintenant qui va clore cet aspect-là. Je vais faire ça vite vite. En fait, j'avais préparé toute une critique et en écoutant Djibril, je me suis rendu compte que je critiquais vraiment la forme et pas le fond. Donc au moins, je vais pouvoir faire une intervention un peu plus rapide. Et puis, j'ai la chance de passer en dernier, donc la plupart des points importants ont été dits. En tout cas, je vais me concentrer sur l'importance du fait que la COP 30 soit au Brésil parce que c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle au niveau symbolique parce que quand même au cœur de la biodiversité, c'est au cœur de l'Amazonie, c'est dans un pays du Sud et oui, ça va permettre absolument, David, la participation des femmes, des peuples autochtones et des communautés marginalisées, si ce n'est celles, enfin, qui sont autour, c'est juste plus pratique géographiquement. Donc ça rentre aussi au niveau technique, c'est très pertinent parce que personnellement, je compte 100% sur le président du pays, Monsieur Lula, pour assurer une bonne présidence de la COP et pour diriger et influencer les négociations parce que on en discutait la dernière fois avec Denis, mais c'est très important la présidence de la COP qu'on a et j'aimerais vraiment souligner aussi qu'à la COP 16, Madame Moustapha avait vraiment été incroyable. Donc c'est ça que j'ai espoir de retrouver. Merci. Merci beaucoup, Elissa. Merci aussi pour ta brièveté. Mais effectivement, donc, toi, tu l'avais souligné aussi dans ton retour, l'importance des présidences, en fait, comment ça a un impact sur l'organisation des COP puis sur la participation des gens. Maintenant, il nous resterait 5 minutes pour la période de questions. Ça passe très vite. On inviterait les gens, s'ils le souhaitent, à lever la main et à ouvrir leur micro. Dans le chat, on a déjà vu quelques questions, dont une de Monsieur Samba. Je ne sais pas, je vous mets sous le radar. Êtes-vous toujours en ligne d'ailleurs? Souhaitez-vous poser votre question? Euh, il n'est peut-être plus là. Ah, je ne sais pas. Mais sinon, il y a Christian Calixte qui a la main levée. On peut vous laisser la parole. Par la suite, on pourra reprendre. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci.
Ok, merci. Ben, félicitations. Merci à Souko et à tous les intervenants pour cette, je dirais, restitution un tout petit peu qui nous met. Ben, j'ai juste une question un peu plus pratique. La société civile font beaucoup en termes de plaidoyer, mais je me demande peut-être la question, et je crois que David l'a abordé un petit peu. C'est comme de manière pratico-pratique, la société civile, dans les négociations, est-ce qu'il ne pouvait pas participer plus en termes de décision? Je m'explique un peu. On fait pas mal de plaidoyer, mais je prends un exemple. J'ai été à Marrakech en 2016. Il y a les observateurs, il y a les partis, mais quand on est société civile, on est observateur, on ne peut pas participer à certaines négociations sur certaines thématiques. Ben, pas sur certaines thématiques, je rectifie un peu, mais c'est comme participer dans les sphères de décision. Mais à ce moment-là, c'est mieux que la société civile s'organise. C'est comme les négociations se passent, G20, C20, les groupes de l'Amérique latine, à avoir des représentants qui participent dans les négociations même, je dirais, sur les documents pour avoir leur point de vue, pour faire bouger. Je sais que la société civile font bouger déjà, mais pour vraiment être plus pragmatique dans les discussions, dans les négociations. Je ne sais pas si ça a bougé un tout petit peu, que la société civile peut participer même dans les grandes sphères. Quand je dirais, c'est comme avec votre badge, je me rappelle, on ne peut pas avoir accès à certaines salles quand on est société civile, mais quand on est parti, on peut avoir accès. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est peut-être le même aspect pour Ah, qu'on n'ait plus vraiment participé dans les négociations, dans les documentations, pour avoir notre point de vue. Parfait. Je propose qu'on prenne, parce que le temps file vite, fait que Samba a levé la main, on pourrait prendre deux questions, puis par la suite, les panélistes, vous pourriez répondre à ces deux questions-là. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Samba, à vous la parole. Votre- Excuse-moi, tout à l'heure, j'avais un problème de micro, c'est pourquoi je n'ai pas pu poser ma question. Maintenant, on vous Voilà. entend très bien. Vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà, ma question, c'est juste quels écosystèmes sont les plus vulnérables au changement climatique? Donc, au niveau des pays tropicaux comme le Sénégal, plus précisément la Casamance. Merci. Merci. Donc, si on reprend, en gros, il y avait la question de M. Christian Calix, qui était la capacité d'influence là, de la société civile dans les textes, puis la question de Samba, probablement qui va s'adresser plus à Djibril, mais c'est quoi là, les enjeux sociaux, les écosystèmes en Casamance, plus précisément. Donc, pour la première question, qui se lance entre vous? Je peux, je peux Oui, commencer. Denis? Donc, en termes de participation de la société civile à la prise de décision, en fait, il y a quand même des limites aussi. Tu sais, c'est quand même des négociations internationales. Les gens qui s'assoient autour de la table, qui prennent des décisions, représentent des pays. On voudrait pas nécessairement, s'il fallait que des ONG, des représentants de groupes soient assis, je veux dire, ça serait impossible de négocier. On parle au nom de qui exactement. Donc, je pense que le rôle de la société civile, c'est davantage de en fait, on participe aux négociations comme observateur pour la transparence pour rapporter ce qui se passe, mais après ça, on peut chacun mettre de la pression sur les négociateurs de nos pays. Je sais que nous, par exemple, au Canada, les négociateurs canadiens, chaque matin, vont rencontrer des groupes de la société civile pour leur dire un peu, ben voici ce qui se passe sur les tables de négociation. Et puis, parfois, ils vont demander leur avis ou donc il y a moyen d'influencer ou en tout cas de partager de l'information avec les négociateurs comme ça. Mais mais c'est sûr que les groupes de la société civile peuvent pas avoir une voix comme un État à ces tables-là, sauf les 8 circonscriptions, donc les groupes, le groupe femmes, le groupe jeunes, le groupe des syndicats, eux ont quand même l'occasion de parler, mais ils peuvent pas évidemment voter sur les textes. Merci. Puis si j'ai bien vu, peut-être David, vous vouliez compléter ou bien j'ai cru voir la main levée. Allô? Bueno, sí, coincido con lo que dice Denis, pero Je suis creo que d'accord hay avec algunos Denis, mais espacios je que se pense qu'il y a pueden des tener, espaces ¿verdad? qu'on peut Uno puede ser el créer. registro en delegaciones Peut-être oficiales les y registres avec que des pueda délégations officielles, integrarse chercher con los comment representantes de las avoir une delegaciones intégration nacionales avec les représentants des délégations y nationales. acreditarse, ¿verdad? Para estar
y avoir une de otros accréditation pues pour también faire partie des claro, événements. Peut-être proposer participación en une diferentes participation talleres o dans paneles que hagan différents tanto las ateliers ou fuerzas panels, armadas autant como dans la les zona verde. zones bleues ou comme dans les Esto zones por lo menos vertes. hace llevar la voz, ¿verdad? Y más Essayer alguien ahí au puede moins d'amener captar notre algún voix mensaje también. et amener un Lo otro es message, buscar colaboradores afines, digamos, chercher des que collaborateurs tengan nuestras causas, dar afin información qui técnica, s'alignent avec si nos hay algunas causes, propuestas claras donner como des las informations aplicaciones, techniques, s'il y a des tratar propositions, de écrire les impulsarlas a propositions de través façon claire et de essayer Google, de ¿verdad? faire une promotion También à travers nos muchas gouvernements. veces se impulsan mesas de diálogo nacionales previas a Il y la a COP. No aussi sé si des esto tables de sucede en todos los négociation países, pero podría ser avant un la COP. camino de C'est un autre tratar de incidir en estas mécanisme mesas d'avoir des convocadas tables por los gobiernos antes de ir de dialogue a las COPs, ¿verdad? avant les COP, Y avant d'y aller à asegurar la también COP, ahí que en estas mesas pour s'assurer nacionales que dans pues les haya tables nationales, participación il y a une de todos los sectores participation de tous les productivos, secteurs, les ganaderos, autochtones, les femmes, entre otros, tous ¿verdad? les groupes impliqués. Es importante que C'est se pueda generar important conciencia, de créer des presión espaces de social y conscience, de esto pression en lo que es la sociale. comunicación La juega un papel communication importante, est digamos, très realizar important. campañas de Essayer de faire des concientización, campagnes acciones pour públicas, conscientiser ligarse au a public convocatorias globales, digamos, de des sociedad civil, convocations globales de la también puede ser société importante, civile. ¿verdad? Y ahí sí Ça que las pourrait être important, movilizaciones non? que son convocadas en el marco de la misma COP, pues también sumarse, creo Les que mobilisations qui podría ser otra forma surgissent de dans les poder COP incidir sont de una manera aussi des positiva, espaces dans siempre es lesquels on peut limitada, pero buscando euh, estas se faire partes, como écouter. vuelvo, Je sais esto que c'est puede limité, mais on escuchar la peut voz faire un ciudadana, effort que pour a se faire veces que entendre aspiramos, aussi. como dice el compañero Denis, entramos como observadores y muchas veces no Oui, comme tenemos Denis derecho disait tantôt, oui, a plusieurs opinar, fois, on ¿verdad? est des Pero observateurs, haciendo estas estrategias creo que mais on podemos llegar peut a opter pour certaines tener stratégies pour se impacto. faire écouter, oui, et pas Gracias. juste rester comme des observateurs. Merci. Merci beaucoup, David. Là, je vois le temps qui file. On est 3 minutes à passer la fin du panel, mais c'est enregistré. Donc, peut-être on peut offrir à Djibril là, la possibilité de répondre à la question qui a été posée sur l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes de la Casamance en particulier, puis peut-être en lien avec la migration des populations. Est-ce que tu es prêt à te lancer, Djibril? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que, en un mot, les écosystèmes permettent de séquestrer du carbone, que ce soit les écosystèmes de mangroves, que ce soit les forêts et tout ça. Donc, ça permet de séquestrer le surplus de carbone que nous produisons en tant qu'humains. Et je pense que c'est ça leur rôle. Mais bon, en gros, quoi, pour répondre vraiment très brièvement à cette question-là, bon, Samba, je pense qu'on pourra après faire des échanges pour mieux approfondir. Sinon, sur la question de la société civile, j'aimerais dire que c'est pas toute la société civile, qui est membre de la société civile, qui sont très bien sur certains points, ou bien qui ont plus de connaissances que, que les négociateurs même, et qui ont été cooptés dans le groupe des négociateurs. Donc, je connais deux pays où il y a une ou deux membres de la société civile qui sont dans le groupe des négociateurs. Et je pense que je ne veux pas m'aventurer, mais je pense qu'au Sénégal, on a un cas. Et au Rwanda aussi, je pense qu'on a un cas. Et ça permet. On n'a pas Allô, vous m'avez entendu la entendu? fin. Non. Au Non, je Rwanda, il y disais a eu que, un cas. je disais que, bon, pour la séquestration du carbone, vous avez entendu, je pense. Et Oui. pour, oui, ça je l'ai dit, c'est pour permettre de séquestrer les écosystèmes, permettre de séquestrer le carbone, que ce soit les écosystèmes de mangrove et autres. Maintenant, je dis parce qu'il y a des pays qui ont compris le rôle de la société civile et l'importance de la société civile. Et aujourd'hui, il y a des membres de la société civile sur certains points. Ils ont plus de connaissances que ceux qui viennent parler au nom des gouvernements. De ce fait, les gouvernements de leur pays les ont cooptés pour qu'ils soient dans le groupe des négociateurs et qu'ils accompagnent, qu'ils puissent prendre la parole, qu'ils puissent prendre des, voilà, et tout ça au nom du pays. Et je pense que si je ne me trompe pas, je peux prendre l'exemple du Sénégal où il y a une personne qui est dans l'eau et l'exemple aussi du Rwanda où il y a une personne
d'ailleurs même de JVE, qui vient de JVE, qui est aujourd'hui dans le groupe des négociateurs pays du Rwanda et qui Hmm, fait un excellent travail et qui est de hmm. la société civile. Donc, je pense que c'est pas dans tous les cas où tous ceux qui viennent sont des membres du gouvernement. Des fois, il y a des gouvernements qui sont assez intelligents, qui prennent quelques membres de la société civile qui ont beaucoup de connaissances sur certaines questions et qui les mettent dans le groupe des négociateurs. Merci. Merci beaucoup, Djibril, pour la clarification. On se demandait aussi un peu, peut-être pour... peux-tu répéter un peu, parce que peut-être ça a coupé, mais quels sont, selon toi, là, les écosystèmes les plus vulnérables au changement climatique? Non, pas nécessairement ceux qui sont en mesure de capter le carbone, mais est-ce que les mangroves, par exemple, sont plus vulnérables au changement climatique ou c'est en Casamance? Est-ce que c'est plus les zones agricoles, les îles de la base Casamance, par exemple? Bon, les îles sont très vulnérables. La mangrove aussi est très vulnérable parce qu'aujourd'hui, la mangrove est vulnérable parce qu'aujourd'hui, ça constitue comment on l'appelle encore, euh, quand les gens n'ont plus de ressources et tout ça, ils vont couper la mangrove, ils vont couper, voilà, ils vont utiliser la mangrove, mais les îles aussi sont très vulnérables à cause de l'érosion côtière, donc la montée des eaux et tout ça, donc aussi les forêts. Les forêts Mhm. aujourd'hui, à travers beaucoup de mécanismes et tout ça. Donc, il y a beaucoup de vulnérabilité dans ces écosystèmes-là. Tous ces écosystèmes-là sont vulnérables. Maintenant, c'est le degré de vulnérabilité qui varie des uns aux autres par rapport au changement climatique. Mais au Sénégal, les îles sont très vulnérables parce que la montée des eaux est en train de faire disparaître ces îles-là. D'ailleurs, je pense que je vais... Elissa, est-ce que tu souhaites ajouter, toi, quelques mots là-dessus? Là-dessus directement, je sais pas, mais quand on parlait tout à l'heure de pardon, de la participation de la société civile, dans quelle mesure est-ce que ça pouvait se faire? Moi, ça m'a fait penser à ce qu'on disait au début, quand on disait qu'en fait, c'était beaucoup plus facile de rencontrer des gens de son pays quand on allait à la COP que quand on était dans le même pays que eux. Bah, bref, au Canada, en tout cas pour nous. Donc, par exemple, nous, la délégation, on a eu l'occasion de participer à un événement de réseautage avec les délégués du Canada et on a pu discuter avec des délégués québécois aussi. Et à ce moment-là, on parlait du plan d'urbanisme de Montréal. Et on leur a gentiment dit qu'on considérait que les jeunes n'avaient pas vraiment leur place et qu'il n'y avait pas beaucoup de participation citoyenne qui était mise de l'avant. Donc on s'est fait demander d'écrire nos points clés et de les communiquer par courriel. Ce qu'on a fait. Donc je ne sais pas où est-ce que ça va se rendre, mais en tout cas, c'était un très beau véhicule. C'était cool de se faire solliciter comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Elissa. Merci tout le monde. Merci à tous les panélistes. On a déjà dépassé de 10 minutes là, le temps du panel, donc je pense que on va clore. Par contre, il y a vraiment tu sais, un intérêt, puis la discussion elle est là. Merci d'être resté jusqu'à la fin, aux gens, aux participants, puis aux panélistes d'avoir contribué jusqu'à la fin là, à ces discussions qui sont super enrichissantes. Euh, Puis qui ouvre la porte aussi à d'autres discussions, par exemple. Là, je vois dans le chat des discussions sur le stockage du carbone, le marché du carbone, comment un peu des solutions, comment on approche tous ces aspects-là. C'est vraiment intéressant. J'en profite aussi, je suis pas certaine si j'ai le droit, mais je le fais quand même. Pour parler du projet qui s'appelle Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, qu'on met en œuvre en partenariat, entre autres, avec JVE au Sénégal, puis en- pour les questions des écosystèmes en Casamance, où on essaie le plus possible augmenter la résilience des populations locales. Donc voilà, merci beaucoup pour ces échanges-là inspirants, complémentaires. Puis on aurait aimé pouvoir vous laisser le plus de place possible au public, mais on va trouver d'autres façons, d'autres canaux de le faire nous aussi. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est votre perspective optimiste sur les COP, les impacts des COP, la place de la société civile dans ces COP-là, et nos capacités de faire des changements. Ça fait du bien d'entendre une vision comme ça, puis ce type de réponse-là, honnêtement, dans un climat qui n'est pas toujours simple. Donc, merci beaucoup. Voilà. Je voulais aussi vous dire que ce panel-là fait partie d'une série de panels de SUCO, puis que notre prochain va avoir lieu en février, puis c'est en lien avec les acteurs et les actrices de changement. Donc, restez en contact avec nous. On va vous partager l'information, bien sûr, mais vous la trouverez là, sur nos réseaux sociaux.
Encore une fois, merci beaucoup. Merci David, merci Denis, merci Djibril, merci Elissa de ce partage d'expérience. Merci José pour la traduction. C'est vraiment apprécié. Et merci à Clémentine qui était cachée et à tous les participants participantes encore une fois. Au revoir. On se revoit avant la COP 29. Merci, merci Geneviève, merci à tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Te cuidas mucho. Saludos.